Bon, déjà, c'est parce que c'est un lieu que je connais bien. C'est un lieu aussi que je trouve particulièrement magnifique, avec des collections assez exceptionnelles et qui, malheureusement, malgré son statut de musée national, est encore un château que je trouve peu visité. C'est vrai que son accès n'est pas forcément facile, mais il y a à l'intérieur de magnifiques collections et c'est un lieu qui est double, c'est-à-dire que vous avez à la fois une construction qui date de la Renaissance, donc du XVIe siècle, et à l'intérieur, c'est comme si le château était un coffret à bijoux, et à l'intérieur de ce coffret à bijoux, vous avez des collections nationales. Donc, vous allez avoir des collections qui sont très variées et qui vont pouvoir donner une vue assez générale des goûts de l'époque et des productions diverses en Europe, mais aussi au-delà de l'Europe, c'est ce qu'on va découvrir pendant cette présentation. Donc, sachant qu'il s'agit d'un lieu double, moi, ce que je vous propose de faire, c'est une présentation assez rapide. Je ne vais pas vous cacher que faire le choix des œuvres a été très difficile pour tenir en 30 minutes. Mon choix s'est porté sur des œuvres qui sont majeures dans les collections, donc vraiment des œuvres qu'on va très rapidement voir quand on clique et quand on fait des recherches sur l'écran. Ce sont des objets qui sont pour certains pas forcément toujours visibles, puisque en plus avec la réouverture suite au déconfinement, il y a tout un parcours qui va se mettre en place dans les collections et je ne suis pas certaine que tous ces objets seront accessibles. Donc l'idée, c'est vraiment de vous offrir un maximum d'accès à ces objets et ensuite, pendant la visite, en découvrir bien sûr encore plus quand vous aurez envie de venir vous rendre dans ce château. Donc, pour commencer, eh bien, moi, je vous propose d'entrer dans cette demeure, mais surtout de partir sur les pas de son propriétaire, qui est Anne de Montmorency. Donc, quand on entre dans ce château et quand on se retrouve face au décor qui reste, puisque tout l'ameublement, nous ne l'avons plus aujourd'hui, eh bien, vous êtes sur les pas d'un homme qui a été très important au XVIe siècle, un homme qui représente cette idée et cette image qu'on se fait de la Renaissance, puisque quand on parle de la Renaissance, on parle d'humanisme, c'est-à-dire d'un retour à l'antique, d'un retour aux théories, d'un retour au texte pour pouvoir s'appuyer sur des théories et s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, quand on parle d'humanisme également, on va parler de cette ouverture, de cette curiosité. Et Anne de Montmorency est cet homme de pouvoir et en même temps cet homme qui va être un grand lettré et un passionné par les arts. Alors, il a eu beaucoup de chance parce que, étant issu d'une famille proche de la famille royale, eh bien, il va pouvoir grandir aux côtés de François d'Angoulême. Donc, François d'Angoulême, alors qu'on sait qu'il est l'héritier du trône, puisque le roi régnant à ce moment-là n'a pas de successeur, François d'Angoulême est désigné comme le dauphin. Donc, il part dans un château pour recevoir une éducation à la hauteur du rôle qui l'attend. Et Anne de Montmorency fait partie des nobles qui pourront l'accompagner. Donc, c'est-à-dire qu'il a une éducation princière. Arrive 1515. Donc, avant Marignan, vous avez l'ascension sur le trône de François Ier. Et François Ier va faire venir avec lui tous ses amis d'enfance. Anne de Montmorency va faire partie de ces nobles. Il va se battre sur le champ de bataille, puisque le XVIe siècle est une période aussi prise par les guerres d'Italie. Donc, il fait vraiment preuve de beaucoup de courage sur le champ de bataille. Donc, il va suivre le roi, il obtient le titre de maréchal de France. À la suite de ça, il reste proche du roi, il obtient le titre de grand maître de France, donc c'est-à-dire qu'il est en charge de toute l'organisation de la maison du roi, les déplacements parce que la cour est nomade, la surveillance des chantiers royaux, puisque quand on pense à François Ier, il faut penser à Chambord, il faut penser également aux travaux dans le château de Fontainebleau. Il va s'occuper des entrevues, des entrées royales, donc des grandes festivités, mais surtout, en 1538, il va obtenir un titre extrêmement honorifique, c'est qu'il devient, et c'est ce qu'on voit sur cette magnifique cire qui est présentée dans les collections du château, il devient connétable de France, c'est-à-dire qu'il devient le chef des armées. C'est un haut militaire, et c'est un titre qui est tellement honorifique qu'il va décider de se faire construire un château qui va pouvoir marquer son nouveau statut social. Donc, le château qu'on connaît aujourd'hui a été modifié à travers le temps, mais c'est un château qui va faire office de référence, puisque un autre grand artiste de l'époque qui s'appelle Androuet du Cerceau va éditer un ouvrage des plus excellents bâtiments de France, et on voit qu'on a une planche
qui est réservé à ce château des Cours. Donc, ce qu'on va pouvoir notamment voir sur cette construction, c'est que déjà, on a un principe qui est repris du château de Chambord, c'est que vous allez avoir le château qui est installé sur une terrasse. Ensuite, on est dans la para. Donc, vous avez tout un décor qui permet de rappeler que vous êtes en présence d'un haut militaire. Vous avez les ponts-levis et vous avez des douves qui font une partie du tour du château sur 3 façades. C'est-à-dire que les douves sont toujours restées sèches et n'ont jamais été remplies d'eau. Ensuite, au niveau de la forme de l'architecture, eh bien, on va reprendre une architecture qui est tout à fait courante à l'époque. C'est qu'on a un quadrilatère. On va rajouter des pavillons saillants. Et ensuite, on va avoir un décor Renaissance, puisqu'on n'est plus dans le cadre du château médiéval. On sait que la famille Montmorency possédait un château médiéval. Et on sait également qu'Anne de Montmorency va faire détruire, il fait littéralement raser ce château médiéval pour se faire construire un château à la mode de l'époque, donc 16e siècle. On va avoir le premier architecte qu'on ne connaît pas. Et on a un chantier qui commence entre 1538 jusqu'à 1547. C'est le moment où François Ier décède, mais c'est aussi un moment où les choses vont changer, puisque au cours du règne de François Ier, Anne de Montmorency va être exilée de la cour, suite à son rôle politique très important et suite à des médiations qui vont relativement mal se dérouler avec Charles Quint. Eh bien, François Ier décide d'exiler Anne de Montmorency. Donc, le châtelain, le connétable, se concentre sur ces chantiers. Et quand François Ier meurt, Henri II monte sur le trône, donc le fils de François Ier. Et quand Henri II accède au trône, il fait revenir Anne de Montmorency à la cour, puisqu'il le connaissait très bien et il avait une totale confiance en lui. Et on va avoir sur la construction du château eh bien, des modifications, c'est-à-dire que Anne de Montmorency fait quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'il va transformer son château en château semi-royal. Normalement, dans un agencement traditionnel, on va placer ce qu'on appelle le corps du logis en fond de cour. C'est-à-dire que normalement, si vous regardez bien ici le curseur, le corps du logis devrait se trouver dans le fond de la cour. Anne de Montmorency va décider de dédier une aile pour lui et sa famille et une aile pour le couple royal. Et pour marquer ces entrées, il va venir installer des portiques qui sont réalisés par Jean Bulan. Et ces portiques vont venir montrer avec, encore une fois, tout un décor d'armoirie, donc un décor héraldique qui permet d'identifier le propriétaire des lieux et ses invités. Et bien, tout ça va pouvoir être identifiable. Alors, on a tout le confort de l'époque. Vous avez le lieu de culte, la chapelle qui va se trouver ici. Au-dessus, la bibliothèque. Les appartements d'Anne de Montmorency au premier étage, les appartements de son épouse de l'autre côté. Et pour les appartements du couple royal, vous avez la reine au rez-de-chaussée et le roi au premier étage. Avec ici, en contrebas dans les douves, un appartement des bains, ce qui est très en vogue à l'époque. Donc on est tout à fait dans le luxe et le confort de l'époque. Et sur le côté de la gravure, complètement à droite, c'était un jeu de paume qui est l'ancêtre du tennis et qui était un jeu très apprécié par Henri II. On va avoir donc cette architecture vraiment Renaissance qui se met en place, mais à l'intérieur, il faut savoir que tout le décor va permettre d'identifier le propriétaire. On va avoir, notamment sur ces portiques, alors on revient aux portiques, vous avez ici ce qui permettait d'identifier Anne de Montmorency, donc un blason. Est-ce que vous voyez les épées ici au niveau du curseur? Si vous faites oui de la tête, je pense que j'arriverai à... Voilà, merci. Ce sont des épées pointent vers le ciel. Ça, c'est ce qui permet d'identifier un chef des armées. Quand on est connétable, on reçoit l'épée du roi et on la présente pointe vers le ciel. Et pour montrer à quel point Anne de Montmorency était un homme d'art, il va recevoir en cadeau d'Henri II les esclaves que vous avez ici sur la façade. Donc les esclaves vont ensuite bouger et se retrouver dans les collections au moment de la Révolution. Mais vous avez ici tout ce décor. Et surtout, ce portique, il va rappeler l'architecture antique.
c'est un regain d'intérêt pour l'Antiquité. Donc, vous avez ces colonnes colossales qui s'étirent sur plusieurs niveaux et qui rappellent les temples romains. Puisqu'on fait référence à l'Antiquité, on fait référence aux grands traités d'architecture de l'Antique, et notamment au traité de Vitruvie, et les artistes vont se former sur cette architecture antique et vont ensuite pouvoir le réutiliser dans l'architecture Renaissance. Alors à l'intérieur, on va aussi, en entrant dans la chapelle, découvrir cette voûte qui permet d'identifier chez qui vous êtes, de qui il est proche, pour qui il travaille, avec qui il est marié et quel est son statut social. Donc vous allez retrouver au centre ici 2 blasons. À gauche, c'est le blason de la famille Montmorency. Fond d'or à croix de gueule avec des alérions d'azur, c'est-à-dire fond d'or, croix rouge avec des petits oiseaux bleus sans bec ni griffe, c'est l'emblème de la famille Montmorency. Son épouse, Madeleine de Savoie. Regardez aux 4 coins, vous avez le A et le M pour Anne de Montmorency. Vous allez retrouver 2 cartouches ici, une en grec et une en latin. Et ce sont des devises, c'est-à-dire qu'il va se décrire avec un mot ou une phrase. Et notamment, la devise qu'on voit le mieux et celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est aplanos, qui veut dire sans dévier. Voilà le trait de caractère d'Anne de Montmorency, c'est un homme droit qui va suivre ses convictions. Et il va aussi nous dire quels sont les 2 rois pour lesquels il va travailler. Vous avez ici, alors c'est assez discret sur ce fond bleu, mais vous avez la magnifique salamandre couronnée, qui est l'emblème de François Ier. Donc il va montrer son lien avec François Ier, mais malgré tout, il va aussi montrer qu'à la suite de l'avènement d'Henri II sur le trône, il va aussi travailler pour Henri II et vous avez les croissants de lune à l'intérieur de ce cartouche ici. Que ce soit la salamandre, mais surtout les croissants de lune, le A et le M, les alérions, donc ces petits oiseaux sans bec ni griffe bleu, l'épée pointe vers le ciel, ou encore la devise, c'est un décor que vous allez retrouver partout, dans le château, dans le décor qui nous reste d'origine. Et pour vous donner un exemple, il y a les vitraux. Nous avons encore quelques vitraux des décors d'origine, et regardez, sur les vitraux, alors les vitraux à l'époque de la Renaissance vont évoluer. On a les vitraux religieux. Ces vitraux, c'est du vert teint dans la masse, comme on peut le retrouver ici, c'est le vert coloré. C'est très lumineux. Le problème, c'est que dans les demeures civiles, ça ne laisse pas rentrer la lumière. Donc, l'évolution du vitrail profane, du vitrail civil au XVIe siècle, c'est d'utiliser ce qu'on va appeler la grisaille, ou encore des émaux, ou encore le sel d'argent, qui va donner une couleur dorée. Et c'est littéralement de peindre sur le verre pour garder cette transparence du verre et avoir des vitraux qui sont lumineux, qu'on va mettre en hauteur, qui vont être lisibles et identifiables, et ensuite de pouvoir laisser rentrer la lumière pour éclairer ces résidences de plaisance, comme l'était le château des Croix. Et on va retrouver, notamment sur la droite, le A et le M, l'épée en pâle, une guirlande tout autour. Et regardez au-dessus, vous avez une petite couronne. Eh bien, c'est son statut, c'est son titre de noblesse. Il est baron au moment où il fait faire ses vitraux. Et par la suite, il deviendra duc. Henri II va hisser son statut au rang de duc. Et de l'autre côté, on parle d'Henri II, on parle de François Ier, mais il y a quand même une femme qui est très importante, c'est Catherine de Médicis, qui est la femme d'Henri II et qui a également ses vitraux. Donc, on va avoir ici ce vitrail avec l'emblème de Catherine de Médicis au centre. Vous avez sa devise en grec tout autour. Vous avez son chiffre. C'est la même chose que le A et le M pour Anne de Montmorency. Vous allez avoir le kappa, donc c'est la lettre grecque. C'est un K qui est doublé et qui va donner cette forme-là. Et vous avez un chapeau de triomphe au-dessus qui va justement permettre de décorer et au-dessus duquel on va retrouver cette magnifique couronne qui permet d'identifier le statut de la reine avec le sceptre et la main qui se trouve ici. Alors on peut avoir un décor assez travaillé, assez chargé. À l'époque de la Renaissance, on n'aime pas le vide. Donc tout va être tout le temps très travaillé. Mais le style qu'on va retrouver ici, l'agencement entre des personnages un petit peu fantastiques, qu'on appelle des grotesques, ou encore les références à l'antique, avec notamment ici, vous avez ces satyres
eh bien, ce sont des gravures qui circulent, puisqu'on a un très grand chantier à Fontainebleau. On a des artistes italiens qui viennent à Fontainebleau. Vous avez un style qui se met en place, des gravures sont faites et ces gravures sont diffusées. Donc, ces vitraux sont réalisés, notamment à partir de ces gravures. Donc, il faut imaginer tout ce décor à l'intérieur. Et il y a également un décor qui est en vogue à l'époque, mais on ne va pas regarder les pavements du château, puisqu'on a des pavements du château. Vous allez avoir les peintures de cheminée aussi, qui vont reprendre tout ce décor. Mais dans les collections, on a la chance d'avoir un autre pavement qui nous montre ce qui est dans les demeures. Et bien, cet autre pavement se trouvait dans le château de Polizy, qui est un château en Champagne, qui appartenait à également une très grande famille proche de la famille royale, qui est la famille d'Ampille, où vous avez François, qui était un évêque, et vous avez Jean, qui était un personnage très important. Donc, François va faire demander la création de ce pavement. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il nous reste 29 mètres carrés de ce pavement. Vous en avez 28 mètres carrés, vous en avez 19 présentés dans les collections. Donc là, c'est vertical, mais c'est un pavement au sol. Encore une fois, c'est grâce à un traité, grâce à des gravures, à des dessins, que les artisans, parce qu'on ne parle pas encore d'artistes pour ce type de création, que les artisans, l'atelier champenois va pouvoir s'inspirer des formes pour pouvoir créer tout ce décor au sol. Et l'artiste qui est derrière cette gravure, c'est Serlio, qui est un architecte italien et qui va lui aussi venir travailler en France. Et on va voir que c'est un décor qui est déjà extrêmement lumineux, donc ça vous donne une idée de cette luminosité qu'on peut avoir dans les demeures. Et c'est aussi un décor qui est, n'ayons pas peur des mots, extrêmement chargé. Vous avez la croix grecque ici, vous allez avoir tout ce décor d'entrelacs avec les médaillons floraux. Et bien sûr, le propriétaire, on ne va pas échapper à la règle, le propriétaire, le commanditaire va se faire connaître puisqu'on va avoir ici les armoiries de l'évêque qui va ensuite venir placer sa devise. Vous avez la date. Alors, on sait que c'est l'évêque qui l'a commencé puisque vous avez la crosse derrière. Mais ce pavement arrivera dans la demeure de son frère, donc Jean, et sera placé vraiment dans le salon d'honneur au premier étage du château. Donc, on va avoir cette devise, et pour vous montrer aussi qu'il y a beaucoup de codes, ce qui peut paraître un peu effrayant quand on s'approche de tous ces objets à l'époque de la Renaissance, mais ce sont des codes qui, une fois qu'on les connaît, se retrouvent tellement souvent qu'on finit par très vite les reconnaître, qui permettent d'identifier aussi cette notion de faire valoir, parce qu'à travers ce pavement, on va vouloir montrer sa richesse, on veut montrer qui on est, on veut montrer son statut social, mais on veut montrer les vertus. Donc vous avez, de part et d'autre ici, vous avez un agrandissement de vertus. Donc vous avez la fortune qui se trouve au centre et vous avez d'autres vertus qui viennent autour. Et c'est une manière aussi pour montrer les codes de conduite dans les demeures. Alors tout ce travail, ce pavement, c'est de la faïence. Vous avez un engouement pour la faïence et vous avez ici une production française. Vous avez une autre production qui est très demandée. C'est vraiment la production italienne. C'est ce qu'on appelle la majolique. Et la majolique, eh bien, le nom vient de Majorque ou Malaga, qui était des ports où transitait une production plutôt hispano-mauresque. Et ça va donner nom à la production italienne. Et ce sont des centres de production qui vont s'ouvrir partout en Italie. Ce que vous avez sous les yeux, c'est de la vaisselle d'apparat. En aucun cas, c'était de la vaisselle utilisée pour le service à table. Donc, on reprend des formes d'usage et on va voir certains styles. Donc, on va avoir notamment l'assiette avec l'héraldique du pape Léon X. Eh bien, il y a une espèce d'obsession aussi à cette époque, c'est qu'on a la porcelaine chinoise qui circule, qui est un objet très prisé. Et cette porcelaine, on aimerait bien l'imiter. Mais on n'a pas encore la connaissance on va dire, l'ingrédient indispensable qui est le kaolin pour pouvoir faire cette porcelaine. Donc, on va avoir ici cette première assiette où on a Néron au centre. Vous allez avoir ici eh bien, ce qui permet d'identifier Léon X. Et vous allez avoir tout ce jeu d'entrelacs. Et c'est un style qui va évoluer puisque sur l'assiette de droite, on va plutôt avoir ce qu'on appelle un décor historié.
puisqu'on va reprendre toutes les thématiques. On va reprendre des thématiques bibliques, on reprend des thématiques mythologiques, c'est le cas ici puisque c'est le sacrifice d'Iphigénie, donc on est au moment de la guerre de Troie, on est au début, le moment où Ménélas va partir pour aller récupérer sa femme qui a été enlevée par Paris. Et on va encore une fois regarder au centre, retrouver les armoiries, le blason de la famille qui a commandé ce service. Et pour vraiment atteindre un très haut niveau, vous avez certains artistes qui signent. Et c'est notamment le cas pour cette assiette. C'est Nicolas da Urbino qui va signer son assiette, qui avait un très grand talent en choix de couleurs et aussi en dessin, même si on a encore une fois des gravures qui circulent pour aider et inspirer. Si vous regardez autour du blason, vous allez avoir un relevé de blanc sur blanc. C'est bianco sopra bianco, c'est-à-dire qu'on a une superposition de blanc et c'est enlevé à l'aiguille pour laisser apparaître un décor. Alors bien sûr, on sait qu'en France, la majolique n'était pas ce qui était de plus demandé. Par contre, vous allez avoir une production de céramique qui va être les produits de luxe les plus demandés en Europe, c'est la céramique iznik. Donc on part vraiment dans l'Empire ottoman. C'est dans la ville d'Iznik, donc c'est l'ancienne Nicée, que vous allez avoir cet atelier qui se met en place. Et ça, c'est un atelier qui est sous la tutelle du sultan. Donc le sultan va passer commande et c'est lui qui va donner l'esthétisme. Donc ces assiettes, encore une fois, ce sont des assiettes d'apparat. Quand on pense à la céramique ottomane, on va penser aux carreaux de décors dans les mosquées, aux grands décors qu'on peut avoir à l'intérieur des bâtiments. Et vous avez aussi cette production. Et c'est une production qui va évoluer au fil du temps. Vous avez au départ des motifs assez simples. C'est pareil, on est sur le même principe. On va chercher à copier la porcelaine au maximum. Ensuite, vous allez avoir un décor floral qui se met en place. Et notamment ici, vous avez des tulipes qui vous sont représentées. Vous avez le cyprès qui est au centre. Et les fleurs ici, alors moi j'avoue j'ai toujours beaucoup de mal parce que des fois on les identifie comme des roses et des fois elles sont identifiées comme des œillets. Moi j'opterais plutôt pour l'œillet d'Inde ici, mais on va avoir tout ce décor floral qui rappelle cette attirance aussi et cet amour de la nature à l'époque. Donc on va avoir cette évolution, ces compositions et puis surtout la production ottomane va également se plier aussi aux demandes des cours européennes et vous allez avoir l'apparition, c'est ce qu'on voit ici, alors on dit plat à l'aiguière, ça ressemble plus à une cafetière ou à une théière orientale que vraiment une aiguière qu'on peut retrouver dans les services d'apparat des nobles. Donc on voit qu'on va commencer à placer des animaux, on place des objets du quotidien parce que c'est très demandé. Et le motif qui aura le plus de succès, ce sont les motifs avec des grands bateaux qui permettent de rappeler les explorations et toute l'évolution. Donc, ce qui est important ici, quand on pense à ces izniks et quand on les regarde, c'est de se dire qu'il y a une vraie circulation des objets. Il y a des objets qui transitent entre l'Orient et l'Occident et vous allez aussi avoir une influence des motifs. Et là, on la remarque très bien sur cette magnifique épinette qui a été réalisée par Baffo. Alors, vous avez la signature ici en transversale sur le haut de l'instrument, la signature de son fabricant, Antonio Baffo, qui a été un très grand fabricant à Venise et qui va nous montrer sur tout le travail de marqueterie eh bien, ces entrelacs et ces étoiles très orientales. Venise est vraiment le port qui va créer un lien très fort avec l'Orient et qui va créer un lien très fort aussi avec l'Empire ottoman, même si parfois il y aura quand même des tensions. Et ça veut dire que tous les motifs circulent et qu'on va pouvoir reprendre ces motifs et les réintégrer dans un décor. Donc c'est ce qu'on peut quasiment appeler parfois des objets hybrides, des objets métis. Alors bien sûr, quand on regarde cette épinette, au-delà de ce lien avec l'Orient, c'est le prestige et le goût d'un objet qui va servir dans le quotidien, puisque alors c'est pas un piano. Sur le dessus, vous avez ici cette barre. En dessous, vous avez des sauteraux qui sont des petits morceaux de bois. Quand vous appuyez sur une touche, ça fait lever le sauterau et le sauterau va venir pincer la corde. Donc le piano n'existe pas encore. C'est un système de pincer des cordes.
on est proche du clavecin avec une épinette. Et c'est une épinette qui a certainement appartenu à une famille noble, donc qui montre aussi le goût de la noblesse pour la musique. On écoute de la musique, on est entouré par des musiciens professionnels, mais ça fait partie de l'éducation des nobles de savoir pratiquer un instrument de musique, de savoir lire le solfège, de pouvoir chanter, de savoir jouer d'un ou de plusieurs instruments. Et cette épinette, sur l'image du bas, ce que vous pouvez constater, c'est qu'elle a un piétement. Alors ce piétement, il faut l'oublier, puisque ce sont des objets qui sont nomades. Comme les nobles sont nomades, les objets le sont avec eux. Donc c'est un piétement qui va être ajouté, mais c'est un instrument qui pouvait être posé sur n'importe quel piétement et qui ensuite pouvait être déplacé. Et on sait que les coffres qui permettaient de déplacer ces objets très précieux avec cette marqueterie, vous avez des billes en ivoire sur le dessus, eh bien les coffres étaient réalisés avec des parties peintes aussi précieuses que l'objet lui-même. Donc tout est précieux. Donc il y a un goût pour les objets précieux et aussi pour les objets de collection. On va avoir, ici je vous emmène auprès de Auguste Ier de Saxe, qui est un prince électeur et qui lui va être fasciné par plutôt les matières scientifiques, par les mathématiques, par l'artisanat. Et on va avoir la création des cabinets de curiosité. Et ce que va faire Auguste de Saxe, c'est que pendant 10 ans, il va correspondre avec Léonard Danner, qui est le fabricant, qui est un petit peu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'ingénieur de ce banc. Et Léonard Danner va concevoir tout le système qui permet d'activer ce banc. Alors, je suis sûre que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce banc et à quoi sert-il? C'est un banc d'orfèvre, c'est ce qu'on appelle un banc à tirer. Donc, c'est un banc qui va servir à tréfiler, à étirer les fils métalliques et notamment les fils précieux pour pouvoir ensuite s'en servir, par exemple, dans les tapisseries pour tisser avec des fils d'or et d'argent, ou encore d'insérer des fils dans d'autres pièces d'orfèvrerie. Donc c'est un banc qui fait presque 5 mètres de long. C'est un banc qui a été utilisé parce qu'on a des traces d'usage et des traces de réparation, des traces de casse. Vous avez sur le côté ici des tiroirs qui permettaient de ranger les outils. On voit en fond. Et donc, vous avez un double plan. Ici, on est sur une partie d'un plan. Donc, le mécanisme, vous prenez une filière qu'on voit dans la vitrine derrière, vous la placez au bout ici du banc. Vous avez de l'autre côté de la filière, vous allez venir placer votre... Alors non, la filière, on la place au bout du banc. Non, la bobine, pardon, je vais m'en sortir. La bobine, on la place au bout du banc. De l'autre côté, vous avez la filière. Ensuite, on va prendre le fil de la bobine, on le force et on le passe dans la filière. On va venir pincer le fil et avec la manivelle qui se trouve au bout, on va activer la manivelle et ça va faire remonter la pince vers le centre du banc. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire passer toute la bobine et on va faire passer le fil autant de fois que nécessaire pour pouvoir créer la forme et donner la forme et la taille au fil qui est souhaité par l'orfèvre. Donc c'est vraiment un objet qui est extrêmement technique, mais c'est aussi un objet qui est extrêmament précieux parce qu'on va mélanger les sciences et les arts. Donc ça, c'est très scientifique et en même temps, c'est extrêmement travaillé. Vous allez avoir tout ce qui est les parties métalliques, qui est un travail en ferronnerie qui va être mordu à l'acide pour créer ces motifs. Et vous allez notamment avoir tout un décor de marqueterie qui va reprendre des thématiques très en vogue, comme la thématique de la chasse, qui est une activité réservée à la noblesse, le lien avec la nature qui est très fort à l'époque de la Renaissance, ou encore une thématique qu'on retrouve sur certains objets, qui est cette tension religieuse et ces guerres de religion qui vont aussi avoir lieu lors de la Renaissance. Le prince électeur Auguste de Saxe est un prince qu'on dirait aujourd'hui protestant. Il va donc montrer ses opinions religieuses sur ce banc et il va demander le récit d'une joute entre deux chevaliers, un protestant et un catholique. Et cette joute nous montre que le vainqueur, c'est bien sûr le protestant et que le catholique est évacué. Et ici, on a le moment de la chute
vous avez le chevalier catholique qui est au sol, et on voit même, alors il y a beaucoup d'ironie, il y a aussi beaucoup d'humour, mais vous avez ici un cardinal. Et on reconnaît le cardinal à son chapeau, mais on voit surtout qu'il a un livre dans la main et qu'il est en train de frapper le pauvre chevalier qui est au sol. Donc c'est une manière de critiquer aussi les différentes visions et les différentes religions qu'on va avoir à cette époque. Alors, dans les objets aussi de luxe, je vous emmène dans une des grandes galeries du château pour vous parler de la tenture de David et Bézabé. Donc, cette tenture, dans le château, il faut 3 salles pour la présenter. C'est 10 pièces. Donc là, je vous montre déjà, c'est la galerie de Psyché, c'est une des plus grandes galeries du château. Vous avez dans cette galerie 5 des tapisseries. Dans la première salle, on en a 2. Dans la dernière salle, on en a 3. Et pour vous montrer à quoi ressemble cette magnifique tenture, je vous propose juste de regarder le détail d'une des tapisseries qui donc reprend l'histoire de David et Bézabé. Donc on est dans le second livre de Samuel. Donc on est vraiment en présence d'un récit biblique. C'est une véritable BD, c'est-à-dire que quand vous venez visiter le château, vous avez les fiches de salle qui vous aident à décoder chaque tapisserie. On est en mesure de pouvoir raconter parfaitement l'histoire. Et on va avoir des épisodes qui viennent se placer à différents endroits sur la tapisserie. Ce qui est fascinant, c'est que cette tapisserie qui raconte quand même un épisode de l'Ancien Testament est racontée en transposant les personnages du XVIe siècle. Donc vous allez avoir ici un véritable défilé de mode XVIe siècle. Tous les personnages sont habillés dans la mode des années 1520-1525. Donc après, vous pouvez voir l'évolution selon d'autres objets qui sont plus anciens, avec d'autres types de tenues. On va également retrouver, regardez dans le fond, vous avez cette petite barrière ici qui est plutôt médiévale, ça fait plutôt penser à l'architecture gothique, donc qui nous rappelle que la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance n'est pas une rupture brutale, mais une transition progressive, c'est un changement de goût. Et ces tapisseries, eh bien, elles sont tissées avec des fils de laine, des fils de soie, et vous avez également des fils métalliques précieux qui ont été utilisés. Donc, par exemple, un orfèvre a utilisé un banc, comme on a pu le voir avec le banc d'orfèvre d'Auguste de Saxe, pour réaliser cette œuvre. On va voir justement l'évolution de la tapisserie, parce que le musée dispose d'une jolie collection, avec ici l'histoire de Diane. Alors, c'est vrai que je vous présente beaucoup d'objets avec des thématiques mythologiques. C'est assez présent, mais vous avez quand même aussi beaucoup d'objets avec, n'oubliez pas, hein, les thématiques aussi religieuses qui sont très présentes. Et ici, regardez, on va retrouver cette BD puisqu'on a l'histoire de Diane qui nous est racontée. Donc, vous avez la Tonne, c'est la maman de Diane, qui est avec Jupiter ici, et on la retrouve fuyant parce qu'elle est poursuivie par le serpent Python, et elle va se réfugier sur une île pour pouvoir donner naissance à ses jumeaux qui sont Diane et Apollon. Et tout ça se fait sous le regard aussi protecteur de Jupiter, qui protège la Tonne, puisque celle qui est derrière toutes ces péripéties et tous ces problèmes, toutes ces difficultés rencontrées par la Tonne, eh bien c'est Junon qu'on retrouve ici, qui est la femme de Jupiter. Et Junon, étant très jalouse de toutes les relations extra-conjugales de Jupiter, va à chaque fois se venger et mettre ses maîtresses dans des situations improbables. Si vous regardez bien, on a le paysage qui s'ouvre derrière, on a vraiment une ouverture, un style qui est en train d'évoluer. Donc on voit qu'à l'époque de la Renaissance, tout change, tout progresse parce qu'on a cette ouverture sur tout. Mais on va avoir notamment le double triangle ici, qui permet de rappeler la destinataire de cette tapisserie. Vous avez les croissants de lune qui rappellent Diane, mais qui vont rappeler aussi le commanditaire de la tapisserie. C'est Henri II. Henri II va commander cette tapisserie pour Diane de Poitiers, et Diane de Poitiers l'installera dans son château d'Aneth. Donc on voit aussi que dans les décors, on choisit des thématiques pour référer à la personne qui est propriétaire des lieux. La déesse Diane, eh bien, Diane de Poitiers, la favorite du roi, et la grande amie ensuite du roi. Alors, on va avoir parfois en complément, vous pouvez trouver une demeure des tentures de cuir. Et on pense que c'était
et bien justement, ce qui permettait de prendre le relais. L'hiver, on mettait le textile au mur, ça permettait d'isoler et de garder la chaleur. Et l'été, on mettait du cuir. Alors, c'est très rare d'avoir des morceaux aussi grands de cuir. Là, je vous en ai mis que 3, ils sont beaucoup plus nombreux. C'est très impressionnant quand on rentre dans la salle, hein, c'est les cuirs des héros romains. Et c'est une réalisation qui se fera à Rouen, toujours d'après des gravures, et c'est les gravures d'un artiste flamand qui seront reprises. Et on va retrouver au centre eh bien, l'allégorie de Rome. Vous avez Marcus Curtius sur la droite et vous avez Horatius Coclès sur la gauche. Dans ce décor, on va faire référence à l'âge d'or de Rome, mais surtout à ces valeureux et légendaires, valeureux soldats qui ont existé, mais qui ont eu des actions légendaires et qui se sont mis en danger pour protéger la nation. Et encore une fois, en utilisant cette thématique dans les décors, eh bien, c'est une manière pour le propriétaire de dire « je suis comme ces guerriers de l'Antiquité, je suis aussi fort et aussi courageux ». Par exemple, Marcus Curtius, on le retrouve très souvent parce que c'est lui qui va se jeter dans un trou béant au moment de la création de la ville de Rome. Il se jette dans un trou béant ouvert par le dieu des enfers, qui considère ne pas avoir reçu assez d'offrandes et qu'il laissera vraiment la ville se construire que lorsqu'on lui aura fait un cadeau très précieux et très prestigieux. Et c'est Marcus Curtius qui va donner de sa vie et qui va se jeter dans le gouffre pour laisser la ville de Rome se construire. Donc là, on a vraiment cette notion de patriotisme qui est également extrêmement présente. Dans les matériaux, donc on a la peau, on va avoir ici, on voit, hein, on a des feuilles, ce sont des feuilles d'argent qui seront vernies et qui vont prendre un aspect doré. Ça veut dire qu'on a quand même l'orfèvrerie, on a le banc d'orfèvre, on a des fils de métaux précieux qui sont utilisés dans les tapisseries, on peut mettre des feuilles d'or. Et bien sûr, vous avez dans les objets qui sont très prisés par la noblesse, on va retrouver l'orfèvrerie. Et vous avez notamment ici la Daphné. Donc vous avez deux grands centres d'orfèvre au sein de l'Empire. Donc vous avez Nuremberg et Augsbourg. Donc vous avez des centres un peu partout, mais ce sont vraiment des centres très importants. Alors ici, ça a été réalisé à Nuremberg par Jan Nitzer, qui va lui travailler l'orfèvrerie, donc c'est de l'argent doré. Encore une fois, on est en présence des métamorphoses d'Ovide, donc référence à ces thématiques antiques et à ces transformations de Dieu ou de Dieu qui transforment les hommes. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un mélange, c'est-à-dire que vous avez une magnifique branche de corail qui a été utilisée pour symboliser la transformation de Daphné qui se transforme en laurier pour pouvoir fuir et s'extraire des avances d'Apollon. Et on va utiliser justement cette association entre le corail, la transformation, parce qu'à l'époque, on pense que le corail, c'est un végétal, et Daphné se transforme en végétal, et on va utiliser les deux. Donc, on a une magnifique représentation, et elle a ce qu'on appelle la position du contrapposto, qui est très en vogue aussi, hein, qu'on apprécie beaucoup. Ça permet de donner beaucoup plus de mouvement au corps. Par contre, elle a un visage qui est vraiment sans expression. Elle est complètement passive. Et dans les petites branches, eh bien, on voit des petites bagues avec du turquoise ou encore on voit des grenades. Ici, on va avoir des émaux. Eh bien, nous, on a découvert grâce à des radios que c'est parce que ça permettait de cacher de la casse. Donc, c'est un objet qui s'est aussi beaucoup déplacé. Et d'ailleurs, dans les objets qui se déplacent, qui vont faire idée du voyage, eh bien, je voudrais terminer cette présentation par la nef dite de Charles Quint, qui est également un objet d'orfèvrerie. Hein, c'est du laiton qui va être ensuite doré. Eh bien, on va avoir ici, alors c'est attribué à Schlottheim, qui était un horloger de Augsbourg. Eh bien, vous avez un véritable automate, parce qu'on a une passion pour la technique, pour l'évolution des sciences. Et cet automate, eh bien, c'était un automate de table qui permettait de se mettre en mouvement. Donc, vous avez ici la nef, donc c'est un galion, ce bateau. Sur le dessus, vous avez les personnages. Et au centre, vous avez ce mât central et vous avez une horloge. Et grâce à un système qui se trouvait sous la coque,
eh bien, ça permettait de faire tourner l'horloge, mais aussi de pouvoir mettre les personnages en mouvement. Cette nef, elle a des roues sous la coque, elle va avancer. Vous avez les musiciens qui vont faire semblant de jouer, qui vont activer notamment le geste de monter la trompette à la bouche. On dit que c'est la nef dite de Charles Quint parce qu'on a ce très beau dais au niveau du château à l'arrière du bateau. Et vous avez Charles Quint qui se trouve sous son dais avec les princes électeurs qui vont défiler. Charles Quint va hocher de la tête et bénir ces princes électeurs qui vont défiler. Mais surtout, vous avez le clou du spectacle de cette animation, c'est qu'à l'avant du bateau, vous avez la proue en forme de dragon et vous avez un petit canon. Et ce canon, quand il était chargé, permettait de cracher une petite balle, un petit boulet de canon. Donc c'était une manière de montrer le côté prestigieux des objets et également le côté technique. Et ça, bien sûr, ça fait une référence au voyage de l'époque, à toutes ces découvertes. La Renaissance va naître notamment à la suite, va apparaître, on place souvent la découverte des Amériques par Christophe Colomb, mais durant la période de la Renaissance, vous avez beaucoup de voyages qui s'enclenchent. Vous avez notamment Magellan qui va faire le tour du monde. Il ne reviendra pas, mais en tout cas, le bateau reviendra. Vous avez cette idée d'ouverture sur le monde. Donc, c'est vraiment un voyage. Quand vous partez à Écouen, c'est un voyage. C'est un voyage dans le temps, c'est un voyage dans le monde, c'est un voyage dans les arts, c'est un voyage dans les pratiques. Et si le château est aujourd'hui devenu musée, c'est parce qu'il a été aussi protégé. C'est-à-dire, si vous avez en tête encore la gravure, là, l'aile, elle a changé. On voit bien les douves. Le château va vivre des histoires. Le dernier Montmorency est décapité. Donc, le château change de famille. Ensuite, la famille Condé va faire quelques modifications. Arrive la Révolution. La Révolution réquisitionne le château. À la fin du château, à la fin de la Révolution, le château est entièrement vidé. Eh bien, Napoléon va décider d'installer une maison d'éducation pour les jeunes filles de la Légion d'honneur. Donc, au centre, quand vous venez à Écouen, au centre de la cour, vous avez sur le pavement la croix de la Légion d'honneur qui est encore dessinée. Et cette aile sera construite au moment de la maison d'éducation. Quand les maisons se replient, en 62, eh bien, le château est vide. Que faire de ce château? Quand on sait que vous avez un musée qui est le musée Cluny, qui va se spécialiser sur la période médiévale, alors que les collections allaient de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, eh bien, Malraux aura l'idée d'utiliser le château d'Écouen, qui est cet écrin vide, pour venir y placer les collections nationales qui sont au départ issues des collections du musée de Cluny. Et ce sont des collections qui vont s'enrichir au fil du temps. Et le musée ouvrira ses portes en 77 pour pouvoir nous offrir toute cette richesse. Donc, c'est sur cette notion de voyage que s'arrête la visite. Et cette présentation, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous donnera envie de venir nous rendre visite dans ce château. Et pour terminer, petit rappel des visites et des visioconférences qui sont encore présentées, notamment cette semaine, vendredi, n'oubliez pas le Soliflart à 11 h, où Mélanie vous réserve une nouvelle surprise sur quelle œuvre d'art vous sera décryptée. Ensuite, vendredi à 18 h, vous aurez Aurélie Faubriol qui vous présente l'exposition de la Porte Dorée dédiée à la maison Louboutin et la visite confinée sur le Douanier Rousseau qui aura lieu le mardi 9 juin à 11 h. Et c'est donc sur ces bonnes paroles que s'arrête la visite. Je vais vous rendre la parole si vous avez des questions